euh, on avait commencé à lire des extraits du mémoire sur la décomposition de la pensée de Maine de Biran, publié en 1852. Et l'enjeu principal de ce texte, c'est d'expliquer l'émergence de la conscience dans le corps humain, autrement dit, d'expliquer comment l'esprit vient à la matière. Pour parvenir à cette explication, Maine de Biran en vient à une distinction qui va s'avérer fondamentale, celle entre, d'une part, la sensation ou l'affection et, d'autre part, la perception. Sophie, entrez. Bonjour Sophie. Alors, qu'est-ce qui permet de distinguer la sensation de la perception? La sensation pour Maine de Biran est absolue, j'expliquerai ce terme, elle est inconsciente et elle est fondamentalement organique et passive. Alors que la perception, c'est tout le contraire. Elle est relative, consciente et active. Maine de Biran, dans le mémoire sur la décomposition de la pensée, va commencer par poser ce cadre, que nous commençons à sentir ou à être affectés avant de percevoir. Autrement dit, avant de prendre conscience de nos sensations et de nos affections. Et donc, il y aurait un ordre chronologique entre la sensation qui relève de l'enfance au sens étymologique du terme, c'est-à-dire de l'enfant en très bas âge, et l'âge de la perception qui serait l'âge de l'enfance proprement dite, c'est-à-dire le moment où l'enfant devient lui-même, prend conscience de lui-même en tant que sujet percevant, aux alentours d'un an, véritablement. Mais ce que dit Biran est plus profond que cela, puisqu'il va dire, mais en fait, notre vie sensitive nous accompagne tout au long de notre vie, c'est notre vie inconsciente, et elle est conjointe à notre vie consciente. Maine de Biran va parler d'une double vie ou d'une rivière souterraine qui coule sous notre vie consciente et qui va en fait influencer, sans que nous le sachions, sans que nous puissions l'apercevoir, notre vie consciente. Alors, il me semble que j'étais passé par... j'avais parlé la dernière fois de romans de science-fiction ou de romans fantastiques comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde à propos de Locke. Là, on pourrait parler de iRobot ou de Frankenstein ou de 2001, l'Odyssée de l'espace. Imaginons, en fait, c'est une hypothèse que va faire un philosophe sensualiste de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe. Non, je crois qu'il a été zigouillé par la Révolution française. Donc de la fin du XVIIIe siècle, qui s'appelle l'abbé de Condillac. L'abbé de Condillac, qui est un philosophe sensualiste, c'est-à-dire qui pense que toutes nos connaissances proviennent des sens et en fait sont des compositions de nos sensations, Maine de Biran va imaginer une statue. Vous mettez cyborg ou vous mettez robot ou vous mettez ordinateur à la place, ça revient au même. Et Maine de Biran va imaginer qu'on puisse donner des sensations à une machine inanimée, à une statue. Et il se demande à partir de quel moment, à partir de quel degré de sensation, on pourrait parler de conscience. À partir de quel moment cette statue pourrait prendre conscience des sensations qu'elle éprouve. Euh, Prenez un détecteur de fumée, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que le détecteur de fumée, il est programmé pour faire la différence entre la vapeur d'eau
qui sort d'une casserole, et la fumée qui vient d'un feu. Euh, donc on pourrait se dire, non seulement le détecteur de fumée est capable de sensation, mais il est capable de perception, c'est-à-dire qu'il est capable de distinguer entre des sensations qui sont relativement proches. C'est pas entre un bruit et un... Il ne s'agit pas de distinguer entre un bruit et une odeur. Est-ce qu'on peut parler de perception pour autant? Est-ce que le détecteur de fumée, qui est d'une certaine manière sensible à la fumée, perçoit la fumée? Est-ce qu'il en est conscient? Réponse, non. À partir de quel moment une matière brute, organique ou inorganique en fait, à partir de quel moment une matière brute peut-elle être dite avoir une conscience? Alors, je ne sais pas si vous êtes aussi geek que moi, mais les Japonais m'intéressent énormément, et en particulier toute leur obsession pour la robotique. Le Japon est une société qui vieillit à vue d'œil, et plutôt que de faire des enfants, ils préfèrent, qui seraient un petit peu les esclaves des vieux, hein. Je ne sais pas si vous avez compris ce qui allait vous attendre avec la pyramide démographique qu'on est en train de se farcir là. Plutôt que de faire des petits esclaves, ils préfèrent construire des petits robots. Des petits robots pour travailler dans des EHPAD. Okay. À partir de quel moment un robot qui est capable de s'occuper d'une personne âgée, puisqu'on n'a plus le droit de dire vieux, à partir de quel moment on pourrait dire que ce robot est capable de développer une conscience? Il y a des robots qui sont capables, manifestement, appeler Siri, de répondre à des questions, de tenir une conversation parfois même, dans certains cas. C'est une question qui se pose véritablement. À partir de quel moment un robot, de la matière inanimée, qu'elle soit organique, c'est-à-dire un corps Frankenstein, enfin plutôt la créature de Frankenstein, ou inorganique, c'est-à-dire un robot, à partir de quel moment cette matière devient consciente d'elle-même, à partir de quel moment il y a de l'esprit dans la matière? Y a-t-il de l'esprit dans la matière? Alors, la thèse de Biran, c'est que, donc on est toujours dans le grand B, la thèse de Biran, c'est que seule la matière organique, et il n'envisage pas le cas d'une matière inorganique, mais pourquoi pas, seule la matière organique capable d'efforts volontaires, délibérés, peut développer une conscience. Et ce développement s'explique sur le plan biologique, ce développement s'explique par le développement du système musculaire et nerveux. Pourquoi un nouveau-né est-il incapable de prendre conscience de ses affections ou de ses sensations? Parce qu'il est incapable de faire l'effort d'y prêter attention. Déjà, il est incapable du moindre effort, c'est-à-dire que musculairement, il n'est pas suffisamment développé pour agir volontairement. Il agit il réagit par réflexe, mais il ne peut pas agir volontairement. Il gigote, il attrape par instinct, mais parfois il ne le fait pas volontairement. Apparemment, hein, si on se met à la place d'un nouveau-né, c'est comme si son corps était engourdi en permanence. C'est comme si vous aviez des fourmis dans les jambes, enfin dans les bras, partout. Alors il n'en souffre pas, mais si vous voulez, c'est cette sensation désagréable quand vous êtes endormi dans une position inconfortable,
ou que vous n'avez pas bougé votre jambe depuis un moment, que votre jambe est en bois et que du coup vous ne pouvez pas vraiment en contrôler parfaitement le mouvement. C'est ce que doit, si on devait se mettre à la place d'un nouveau-né, c'est ce que doit ressentir un nouveau-né. À partir du moment où il est capable de percevoir son propre corps, il est capable de déplacer son propre corps de manière volontaire. Et puis surtout, son système nerveux, son système neuronal, alors ça, évidemment, Mène de Biran n'emploie pas ces termes, mais c'est ça, son système neuronal n'est pas suffisamment développé pour que les processus moteurs soient parfaitement mis en place. Je lis le texte. L'homme qui réunit en lui deux sortes de facultés, c'est-à-dire sensation-affection, et de l'autre côté, perception, participe aussi à deux sortes de lois. Comme être organisé sans temps, sa vie totale est le résultat de plusieurs fonctions ou impressions partielles qui l'affectent sans cesse et le dirigent souvent en aveugle, sans que la personne le sache et y prenne la moindre part. Mais à titre d'être moteur et pensant, l'homme est doué d'une vie de relation et de conscience. Non seulement il vit, il sent, il a de plus l'idée, la perception de son existence individuelle. Non seulement il soutient des rapports avec ce qui l'environne, mais encore il aperçoit ces rapports, il les crée même en partie, les étend et les change sans cesse par l'exercice d'une activité, d'une puissance d'effort qui lui est propre. Tout ce que cette puissance opère se redouble, comme perception. Dans la conscience individuelle, tout ce qui se fait sans elle demeure simple comme affection, dans la combinaison vivante. Ici, l'être sensitif sans moi, là commence une personnalité identique, et avec elle toutes les facultés de l'être intelligent et moral. Le fait d'une puissance d'action et de volonté propre à l'être pensant est bien aussi évident pour lui que le fait même de son existence. L'un ne diffère pas de l'autre. Comment donc a-t-on pu méconnaître ou dissimuler le titre de cette puissance lorsqu'on a réduit toute pensée à la sensation et subordonné toute sensation à l'impression passive? La faculté de percevoir et celle de vouloir ou d'agir sont bien réellement indivisibles dans leur origine et ne sauraient être séparées en aucune manière. Alors, que dit Mène de Biran ici? Mène de Biran va rabattre la sensation du côté de la vie organique. Notre corps, par son système nerveux, notre corps est ouvert de manière parfaitement passive à une multiplicité partielle de sensations dont il ne peut pas avoir conscience simultanément, à moins d'y faire attention, à moins de diriger son attention sur ces sensations. Là, par exemple, parce que j'y prête attention, je me rends compte que euh, ça me fait un petit peu mal sous mon talon d'Achille droit. Okay. Il y a 5 minutes, je ne le savais pas parce que je n'y prêtais absolument aucune attention. Okay. Faites l'expérience, faites du yoga, ouvrez vos chakras. C'est moi qui le dis. Hein. Mais la méditation permet effectivement de percevoir des sensations qui échappent en grande partie à votre attention la plupart du temps. Quand vous marchez dans la rue, par exemple. Est-ce que ça vous gratte l'épaule? Est-ce que vous avez un petit peu mal sous l'ongle? Vous en foutez? Vous en foutez parce que
il faut vraiment faire attention à ce genre d'informations sensibles pour le déchiffrer, pour le percevoir. Autre élément très important sur lequel nous allons revenir après. Mendebiran dit que la sensation est absolue. Absolue, donc c'est le contraire de relatif. C'est-à-dire que nos sensations nous affectent dans notre intégralité sans que nous le percevions, les percevions. Nos sensations nous affectent dans notre intégralité sans que nous les percevions. C'est ce qu'on pourrait appeler des états d'âme. Voire des sentiments. Pour Biran, il y a un lien génétique, c'est-à-dire la sensation crée le sentiment. Certains sentiments, en tout. Et donc la sensation va influencer notre vie consciente sans que nous en ayons conscience. Un exemple pour lequel je suis assez bien placé, un des symptômes du cancer à l'estomac, c'est la dépression. C'est-à-dire un état psychique. Alors que c'est simplement des tumeurs dans l'estomac, si vous voulez. Et vous ne pouvez pas percevoir, même en y faisant attention, ou alors trop tard, vous ne pouvez pas percevoir ces tumeurs, vous-même, si jamais vous êtes atteint de ce cancer. En revanche, votre corps vous dit, de manière indéchiffrable, vous dit que vous êtes malade, vous êtes affecté, vous êtes triste, mais vous ne percevez pas, vous ne localisez pas cette sensation. Troisième point, la sensation est passive, c'est-à-dire que vous n'avez aucun besoin de produire un effort pour sentir. Je vais prendre un exemple. La respiration. La plupart du temps, à moins d'avoir 80 de QI, on ne fait pas attention lorsqu'on respire. Ça n'occupe pas, si vous voulez, 90% de notre processeur de respirer. C'est quelque chose qu'on fait sans le savoir. C'est donc une sensation, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui passe par notre bouche et par nos narines que nous sentons et que nous ne percevons pas. Là, je perçois. C'est-à-dire que je fais un effort volontaire de respiration. Et petit exercice, si vous voulez, respiratoire, le yoga, hein, qu'est-ce qu'on perçoit justement? Qu'est-ce que c'est que la perception? Premièrement, il n'y a pas de perception sans effort délibéré. Donc, je remonte la pelote, le fil de la pelote. La sensation est passive, la perception est active. Elle résulte d'un effort. Ici, l'effort respiratoire. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe quand je respire fort? Généralement, à moins d'être Cyrano de Bergerac ou d'être en face d'un miroir, je ne perçois pas mon nez. Qu'est-ce qui se passe là? Oui, ok. Si on n'avait pas de masque, que se passerait-il? Pardon? Non, 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 c'est pas qu'on fait du bruit. Non, on ne sent pas les choses, on les perçoit. Qu'est-ce qui se passe là? C'est qu'on est capable de... Non. Ouais. Oui, on peut modifier notre rythme de respiration, d'accord, mais qu'est-ce que vous percevez
en respirant fort, vous percevez votre, vous percevez votre, vous percevez pas forcément une odeur d'ailleurs, vous percevez quoi? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Vous percevez la vie, d'accord, ok. Vous percevez quoi? Votre... Non. Oui, votre pif, merci, votre nez. Vous percevez votre nez, vous percevez votre nez par un effort respiratoire sans le toucher. Vous avez une perception tactile de votre nez sans le toucher. Autrement dit, deuxième caractéristique de la perception est locale. La perception est locale, alors que la sensation est générale. Je me sens triste. Où ça? Ça n'a aucun sens. Ouais, au petit cœur, ouais, d'accord. Je me sens triste, c'est moi qui me sens triste, c'est tout moi qui me sens triste. Alors que, lorsque je perçois quelque chose, il y a une différence entre moi qui perçois et la chose que je perçois. Ça peut être une chose extérieure, ça peut être une partie de mon propre corps, si vous voulez. Okay. Donc, parce que la perception est locale, localisée, elle se dédouble. Elle se dédouble en un sujet qui perçoit et un objet qui est perçu. Cet objet, ça peut être une partie de mon propre corps, comme je l'ai dit. Ça peut être un objet extérieur. Autrement dit, notre perception est la faculté qui, pour Mendebiran, est la matrice, est la mère de toutes les autres facultés, à savoir la volonté. Et donc, à partir de la volonté, vous avez quoi? Vous avez la pensée, de manière générale, l'entendement, la raison, la délibération, le courage, la lâcheté, tout ça, tout le reste. Tout le reste découle de la perception. Alors, ce qui est intéressant chez Mendebiran, je le répète, c'est que Mendebiran maintient la distinction cartésienne, la distinction que fait Descartes, entre la matière et l'esprit. La matière n'est pas l'esprit n'est pas la matière. La matière, c'est la sensation, l'esprit, c'est la perception. Mais cette distinction n'est pas une opposition. C'est-à-dire que tout le mérite de Biran, ça va être d'expliquer comment la matière, et pas n'importe laquelle, une matière douée d'un système nerveux central, et pas n'importe lequel, un système nerveux particulièrement complexe, celui de l'être humain, comment une matière fait naître, engendre une conscience. Et pourquoi est-il fondamental de comprendre que matière et esprit ne s'opposent pas? Alors, Descartes le disait déjà, il parlait d'union substantielle de l'âme et du corps. Mais l'âme avait toujours, d'une certaine manière, le dernier mot. Parce que pour Biran, la matière continuera toujours à influencer l'esprit, à guider l'esprit. Autrement dit, le corps, ce qui arrive à notre corps résonne dans notre âme, sans que nous puissions le savoir. Grand C.
Alors, on va laisser tomber le titre, qui est beaucoup trop long, le titre du corpus. La vie en rose ou la vie en noir? Comment la matière détermine-t-elle l'esprit sans qu'il puisse s'en apercevoir? Comment la matière détermine-t-elle l'esprit sans qu'elle puisse s'en apercevoir? C'est donc la question que nous allons poser dans ce dernier paragraphe de la deuxième partie qui va nous servir de transition. Alors, je lis le texte, vous le lisez avec moi, vous allez voir, c'est relativement simple à comprendre. L'état affectif n'est point la conscience, car il ne se sait pas, ne s'éclaire pas lui-même. Et pendant qu'il change ou meurt incessamment pour ne plus renaître, il y a quelque chose qui reste et qui le sait. Les modes fugitifs d'une telle existence, tantôt heureuse, tantôt funeste, se succèdent, se poussent comme des ondes mobiles dans le torrent de la vie. Ainsi, nous devenons, sans autre cause étrangère à de simples dispositions affectives sur lesquelles tout retour nous est interdit, alternativement tristes ou enjoués, agités ou calmes, froids ou ardents, timides ou courageux, craintifs ou pleins d'espérance. Chaque âge de la vie, chaque saison de l'année, quelquefois chacune des heures du jour, voit contraster ces modes intimes de notre être sensitif. Et ils ressortent pour l'observateur qui les saisit. On se calme derrière, là. Ils ressortent pour l'observateur qui les saisit à certains signes sympathiques, mais placés par leur nature et leur intimité même hors du champ de la perception, ils échappent au sujet pensant, par l'effort même qu'il ferait pour les fixer. Ça, c'est génial. Aussi, la partie de nous-mêmes sur laquelle nous sommes le plus aveuglés est-elle l'ensemble de ces affections immédiates qui résultent du tempérament, dont ce que nous nommons notre caractère n'est que la physionomie. Cette physionomie n'a point de miroir qui la réfléchisse à ses propres yeux. De telles dispositions affectives, associant leurs produits inaperçus à l'exercice des sens et de la pensée, imprègnent toujours les choses ou les images de couleurs qui semblent leur être propres. Alors, je vous renvoie à la lecture du texte d'Adam Smith, La théorie des sentiments moraux, je crois que c'est dans le livre 2, dans lequel il parle de la réflexion et du sentiment, du spectateur impartial. Il parle de l'empathie comme la faculté morale par excellence. Ça permet d'éclairer en grande partie le texte de Biran. Je n'ai pas le temps de développer les liaisons qu'on pourrait faire entre ces deux textes. Je m'attaque au texte directement. Que nous dit Biran dans ce texte? Biran nous dit que notre vie affective modifie notre perception sans que nous puissions le percevoir. Notre vie affective modifie notre perception sans que nous puissions le percevoir. Autrement dit, lorsque nous sommes affectés par quelque chose, par un événement, par une maladie, toute notre perception est changée, mais ce que nous ne pouvons pas percevoir, c'est précisément ce tout. C'est précisément le filtre par lequel nous allons percevoir le monde à partir de maintenant. Je vais vous donner des exemples. Lorsqu'on est déprimé, tout est moche, tout est triste.
tout est lent lorsqu'on est amoureux, tout est beau, même certains ronds-points, tout va vite, tout est intense. Et ce qui est fascinant, dit Biran, c'est que qu'on soit déprimé ou amoureux, on ne perçoit pas, on ne peut pas percevoir la modification d'intensité de notre existence, dans la perception. C'est ce qu'on pourrait appeler voir la vie en rose ou voir la vie en noir. On voit la vie, c'est-à-dire qu'on perçoit la vie d'une certaine manière, mais on ne peut pas percevoir le vert, si vous voulez, par lequel nous voyons la vie. Nous allons percevoir le monde d'une manière qui sera modifiée, mais nous ne percevrons pas cette modification. Et quand bien même nous serions capables de faire un effort de réflexion, justement. Et c'est là que Adam Smith peut intervenir. Quand bien même nous serions capables de faire un effort de réflexion pour prendre conscience de nos affects. Par exemple, voilà, j'ai rencontré une jeune femme et je suis amoureux et je vais faire un effort d'auto-analyse. J'ai perdu quelqu'un, je suis triste, je vais faire un effort d'auto-analyse. Alors c'est effectivement ce qui est arrivé à Biran, c'est-à-dire qu'il était très amoureux de sa femme, elle est morte très jeune et il s'en est jamais remis. Et ce que Biran va dire, et c'est génial, c'est que lorsque nous faisons un effort d'analyse sur nos sentiments, nous ne les connaissons pas, en tant qu'ils nous affectent. Lorsque nous analysons notre sentiment amoureux, nous ne le connaissons pas de la manière dont il nous affecte. Pourquoi ? Parce que nous allons nécessairement le mettre à distance par l'analyse. Autrement dit, nous allons le percevoir comme un objet au lieu de le sentir comme un affect. Quand, je ne sais pas moi, Swann, dans La recherche du temps perdu de Proust, se demande pourquoi il est amoureux de Gilberte, alors, premièrement, c'est que il ne le ressent plus. C'est pour ça qu'il est capable de faire ce travail d'analyse. Et deuxièmement, il se rend bien compte que la manière dont il va aborder intellectuellement son amour pour Gilberte n'a rien à voir avec ce qu'il a ressenti pour elle. N'a plus rien à voir avec ce qu'il a ressenti pour elle. Autrement dit, le problème que nous allons aborder dans la troisième partie de notre cours est le suivant. Lorsque nous prenons conscience de ce qui échappe à notre conscience, eh bien cette inconscience se dérobe à nous. Puisque prendre conscience de ce qui est inconscient, c'est le détruire en tant que tel. Grand 3, l'inconscient entre absence et manifestation. Grand A, problème. L'hypothèse de l'inconscient, heuristique, mais intangible. L'hypothèse de l'inconscient, heuristique et intangible. Vous qui faites de la science, expliquez-moi ce que c'est que l'heuristique. Vous
Vous n'avez jamais entendu parler du concept d'heuristique en sciences? Comme quoi, ça serait pas si mal que les profs de physique et de SVT fassent un petit peu de philo des sciences. Heuristique, c'est ce qui ou de grec, tout simplement. Euh, heuristique, c'est ce qui rend possible la découverte. C'est pour ça que, ou ce qui rend possible l'explication. Heuristique, c'est ça, effectivement. Donc quand on dit qu'une méthode est heuristique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle rend possible la découverte. Merci. Ok. Ou l'explication. Donc, quel est le problème qui nous occupe maintenant? Le problème, c'est que, d'un côté, pour connaître ce qui échappe à notre conscience, nous n'avons pas d'autre choix que de tenter de porter notre attention sur ce point. Autrement dit, de manifester ce qui n'est pas manifeste. Ou encore dit autrement, de phénoménaliser ce qui n'est pas encore un phénomène. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons connaître que des objets, c'est-à-dire des données qui s'opposent à notre conscience. Notre conscience ne peut saisir que ce qu'elle a en face d'elle. Elle ne peut pas saisir ce qu'il y a derrière elle ou sous elle. Donc la seule manière de connaître, c'est de prendre conscience, c'est-à-dire de faire de quelque chose qui n'est pas manifeste, quelque chose de manifeste, autrement dit, d'en faire un objet de connaissance. Mais d'un autre côté, rendre manifeste ce qui ne l'est pas, c'est le modifier. C'est-à-dire s'interdire de connaître l'inconscient tel qu'il est. Et je reformule de manière synthétique. Comment connaître ce qui échappe à la conscience sans le détruire en tant que tel? Alors, c'est précisément ce que va faire Freud dans l'élaboration de la psychanalyse. Grand B, l'inconscient, cette nécessaire part de moi-même que je ne peux pas connaître. Sublimation et refoulement. Grand B, l'inconscient, cette nécessaire part de moi-même que je ne peux pas reconnaître, sublimation et refoulement. Gardez en tête le texte de Nietzsche qui vous a été soumis au bac blanc, le texte qui est tiré du livre 5, il me semble, du Gai Savoir, sur ce qu'on connaît et ce
Ce qu'on connaît, c'est ce qu'on reconnaît, en fait. Alors, nous allons lire un texte de Freud tiré de la deuxième leçon sur la psychanalyse, publié en 1914. Freud est un médecin qui va s'intéresser d'abord à la psychiatrie et qui va se demander s'il n'y a pas une autre manière de traiter certains troubles que l'incarcération, la galvanothérapie, bref, des traitements qui visent à contrôler les corps des patients. Et l'hypothèse que va faire Freud, c'est que c'est en parlant au patient et en laissant parler le patient que le patient va pouvoir prendre conscience de ce qui cause inconsciemment son trouble, et en partant de là, ça va aller mieux. C'est-à-dire que c'est la prise de conscience du patient de ce qui cause son trouble qui va apaiser le trouble. Et c'est ce processus de psychanalyse, c'est-à-dire d'analyse de l'âme par le patient et sous la conduite du psychanalyste, qu'illustre Freud dans la deuxième leçon sur la psychanalyse, dans cet extrait-là, particulièrement. Alors, ce texte me rappelle une anecdote, alors ça commence à remonter maintenant. Quand j'étais petit, au lycée, j'avais un pote qui était Charles, qui était totalement insupportable et insolent, mais il était très fort en anglais. Et il se faisait dégager par le prof d'anglais à peu près à tous les cours. Et les portes étaient transparentes. Et le prof le virait et il lui disait de se tenir droit comme un piquet derrière la porte vitrée. C'était sa punition. Et Charles, ça lui plaisait pas du tout. Mais comme on était moins bon que lui en anglais et que le professeur d'anglais nous posait des questions de vocabulaire, Monsieur Champineau, nous posait des questions de vocabulaire auxquelles on ne pouvait pas répondre, ce qui arrivait très souvent, c'est que Charles, lui, il était capable de répondre et il donnait la réponse de l'autre côté de la porte. Ça foutait un bordel pas possible dans le cours. Et du coup, le prof était obligé de réintégrer Charles dans le cours. Parce qu'il savait ce que nous ne savions pas. C'est exactement ça la psychanalyse, en fait. Vous allez voir. J'illustrerai le processus de refoulement, donc Charles se faisait refouler, et sa relation nécessaire avec la résistance par une comparaison grossière. Supposez que dans la salle de conférence, dans mon auditoire, alors les temps ont changé, hein, dans mon auditoire calme et attentif, il se trouve pourtant un individu qui se conduise de façon à me déranger et qui me trouble par des rires inconvenants, par son bavardage ou en tapant des pieds. Je déclarerai que je ne peux continuer à professer ainsi. Sur ce, quelques auditeurs vigoureux, on rêve, se lèveront et après une brève lutte, mettront le personnage à la porte. Il sera refoulé, et je pourrai continuer ma conférence. Mais pour que le trouble ne se reproduise plus, au cas où l'expulsé essaierait de rentrer dans la salle, les personnes qui sont venues à mon aide iront adosser leurs chaises à la porte et former ainsi comme une résistance. Si maintenant l'on transporte sur le plan psychique les événements de notre exemple, si l'on fait de la salle de conférence le conscient et du vestibule l'inconscient, voilà une assez bonne image du refoulement. Alors quel est le sens? En fait, ce que fait Freud ici, c'est de prendre un exemple qui sert d'allégorie à ce qui se passe dans notre âme, ce qui se passe dans notre esprit. Donc Freud fait une conférence, l'auditoire est globalement attentif, n'est-ce pas?
Tout d'un coup, il y a un inconvenant personnage qui se met à ricaner, on l'identifie et on le dégage. Et c'est ce qui va arriver à l'un d'entre vous dans pas longtemps, là. Et pour qu'il ne revienne plus, on met des barrières à la porte de l'auditorium. Alors, traduction au sens littéral du terme. Que nous dit Freud? Freud nous dit, notez ou ne notez pas, je reviendrai là-dessus de manière plus précise tout à l'heure. Freud nous dit que lorsqu'il nous arrive un événement tellement traumatique que nous ne pouvons pas le tolérer, ça peut être un désir socialement inacceptable, ça peut être une violence qui nous est faite. Ce que va faire l'âme pour se défendre, c'est-à-dire ce qu'il va appeler dans la deuxième topique le conscient, c'est d'expulser ce désir ou ce traumatisme hors de sa conscience, c'est le refoulement. Et ce terme recouvre en grande partie ce qu'on pourrait appeler l'oubli. Mais c'est un oubli qui va poser des verrous, en fait, pour que ce souvenir, cette expérience, ce désir, ne remonte jamais à la surface de notre conscience. Okay. Y a énormément de victimes de violences qui disent avoir oublié ce qui leur est arrivé et qui n'en prennent conscience que bien plus tard. C'est en particulier les enfants qui ont été victimes de sévices sexuels ou d'accidents de la route ou d'attentats. Okay. Des victimes d'événements extraordinairement traumatiques, non seulement pour le corps, mais pour l'âme. Mais en fait, ils n'ont pas oublié. Ils ont refoulé, c'est-à-dire que leur esprit, leur âme, leur conscience, pour se protéger, par un mécanisme d'autodéfense, a expulsé cet événement, ce trauma, du champ de la conscience. Et le problème, et c'est là que la psychanalyse intervient, le problème c'est qu'il arrive que les barrières qu'on met aux portes de notre conscience cèdent et que le refoulé, comme Charles, revienne. Et parfois ça se passe pas bien. Et c'est là que la psychanalyse intervient. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Okay. Je vous délivre, je vous libère. Et on se retrouve à 15h du coup pour ce cours sur la psychanalyse, qui ne fait que commencer.